Le réseau Cogeco vous présente Mythes et complots. Mythes et complots. Phénomènes étranges et inexpliqués. Histoires insolites. Énigmes non résolues. Avec l'enquêteur du paranormal, Christian Page et Jeffrey Soubrani. Salut Christian! Salut Jeff! Aujourd'hui, un sujet particulier, comme d'habitude. Un sujet géant. Un sujet géant, oui. Et qu'on va appeler... Il est-tu pas intéressant? les hominidés inconnus. Voilà, les hominidés inconnus. Donc, on parle ici de toutes ces créatures velues. Et bon, évidemment, que tous sont bien connus par Tintin au Tibet, hein, Oui. en commencer par le Yéti. Le Yéti, donc, pour la région du Népal, de l'Himalaya. Ensuite, ces créatures et ces hominidés, on en retrouve un peu partout à travers le monde. Ils ont plusieurs noms. On va revenir un peu sur l'ensemble des noms parce que chaque pays a à peu près son appellation et sa légende. Et en fait, l'idée de te parler de ce sujet, bien sûr, ça entre bien dans notre chronique Mythes et complots, mais l'idée m'est venue de te parler de ça parce que le 29 octobre dernier, la presse canadienne s'est fait l'écho, en fait, d'un type, un chasseur de Sasquatch. Ah, c'est le nom qu'on lui donne au Canada, un chasseur de Sasquatch. Oui. Un type qui s'appelle Todd Standing. Donc, Todd Standing a déposé officiellement une plainte à la Cour supérieure de la Colombie-Britannique pour forcer le gouvernement de la Colombie-Britannique à statuer sur l'existence de ce Sasquatch. Donc, ce que ce Todd Standing dit, c'est que lui, c'est un fan, donc un type qui est obsédé par ces histoires de Sasquatch. Forcément. Il dit, forcément, inutile de te dire que le ministre de l'Environnement de la Colombie-Britannique a éclaté de rire en entendant ça, mais bon, on verra comment le tribunal... Donc là, il y a une preuve, pas une preuve, une plainte qui a été formellement déposée à la Cour suprême de la Colombie-Britannique. Ce que ce Todd Standing demande, c'est que le gouvernement, d'un premier temps, reconnaisse le gouvernement de la Colombie-Britannique. Évidemment, il espère bien qu'il y aura écho auprès du gouvernement fédéral, mais que le gouvernement de la Colombie-Britannique reconnaisse d'une part l'existence du Sasquatch, qu'il l'introduise sur la liste des animaux de la faune de la Colombie-Britannique et ensuite qu'il déclare cet animal comme étant en voie d'extinction, donc des mesures de protection vis-à-vis de l'animal en question. Monsieur Standing doit donc avoir en sa possession des preuves de l'existence du Sasquatch. Et là, je m'en vais. Parce que quand on parle de preuves, Jeff, c'est là quelle est la grande difficulté avec ça. Donc, ce Jeff Standing, évidemment, il dit « j'ai des preuves ». Et il le déclare, bien sûr, sur les médias sociaux. Il travaille à une série, à une émission de télé qui va s'appeler « The Discovering Bigfoot ». Bigfoot étant le nom... Peut-être que les mesures judiciaires qu'il a entreprises... C'est un bon coup de publicité quand même, parce qu'on en parle abondamment. Oui. Donc, évidemment, il y a des gens qui ont perçu ça comme ça, c'est-à-dire que ça n'ira jamais plus loin. Jamais un tribunal va autoriser la tenue d'un procès ou de quelque législation possible à ce sens-là. Oui. Mais c'est vrai que cette histoire-là a fait beaucoup parler d'elle et elle a eu écho non seulement dans la presse canadienne, mais même dans la presse américaine. C'est pas tous les jours qu'un zigoto arrive comme ça en portant plainte. Non, mais là, zigoto, au début, quand tu m'as dit ça, je pensais que c'était un zigoto, mais là, c'est quand même un bon coup de pub. Oui, c'est un bon coup de pub. Et ça va générer des revenus avec ça, sûrement. Ce Todd Standing dit, j'ai moi-même vu, hein, il le prétend, il dit, j'ai moi-même vu une 50aine de fois le Bigfoot, le Sasquatch, Bigfoot étant le nom qu'on lui donne aux États-Unis. Oui. Donc, je l'ai vu une 50aine de fois et je l'ai même filmé à 8 occasions. Et bien sûr, sur son site, hein, parce que bon, ce Todd Standing, il est omniprésent sur les médias sociaux qui parlent de ces histoires de Bigfoot et Sasquatch. Il a mis des vidéos en ligne qui montrent ces fameuses rencontres. Malheureusement, et c'est là que quand on parle de preuves, il y a preuves et preuves. L'un de ces vidéos a été on a clairement démontré que dans le vidéo le plus spectaculaire que Todd Standing présente, c'est un vidéo où on voit une tête assez proche, hein, donc on voit des branches, et à travers les branches, on voit une tête
qui semble assez près. Et à un moment donné, on voit, au début, on a l'impression que tout ça est statique, mais à un moment donné, on voit la créature cligner des yeux. Le problème, c'est que des experts en montage vidéo ont clairement démontré que cette image que Todd Standing présente comme étant l'une de ses preuves est une image truquée. En fait, il a utilisé la même technique qu'on utilise ici, qu'un producteur québécois utilise pour faire les têtes à claques. On connaît bien la série des têtes à claques. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On filme des petites poupées et il remplace les yeux et la bouche en superposition. C'est exactement ce que Ted Standing a fait. C'est qu'il a pris donc une sorte de buste qui ressemble plus ou moins à un gros gorille, et il a simplement superposé ses yeux qui clignotent à la place des yeux du mannequin en question, et ça donne un résultat qui, moi, je dois t'avouer, pas très convaincant. J'ai vu ces images, j'ai pas trouvé ça très convaincant. Quoi qu'il en soit, ce Todd Standing dit si le gouvernement canadien, le gouvernement de la Colombie-Britannique acceptait de mettre à ma disposition quelques spécialistes, quelques scientifiques, des spécialistes notamment dans la faune, la biologie, la forêt, il dit, je n'aurais aucune difficulté à prouver que le Sasquatch existe parce que, et là, c'est le maillon faible de l'affaire. Non seulement il dit avoir des preuves, mais on l'a vu, ces preuves vidéo, en tout cas, sont très contestables, mais ces autres preuves sont, j'ai beaucoup de témoignages, des biologistes, des gens qui peuvent parler. Mais le témoignage de qui que ce soit ne sera jamais une preuve aux yeux de la science. C'est-à-dire que t'as beau avoir quelqu'un qui dit, je l'ai vu le Bigfoot, ben ouais, tu l'as vu le Bigfoot. Il y a plein de gens qui ont vu des fantômes, il y a plein de gens qui ont vu des martiens, il y a plein de gens qui ont vu des extraterrestres. Puis au Moyen-Âge, il y a plein de gens qui avaient vu le diable, des anges, des fées, des farfadets. Ça veut pas dire que c'est vrai parce que tu as des témoignages qui vont dans ce sens-là. Donc, il faut revoir l'ensemble des preuves que Todd Standing prétend posséder. Donc, cette histoire-là a fait beaucoup parler d'elle le 29 octobre dernier. Elle continue d'alimenter une certaine controverse sur les médias sociaux. Ce Todd Standing n'en demeure pas. J'ai vu le Bigfoot, j'ai des images et je peux le prouver. Et il demande maintenant au gouvernement canadien, en fait de la Colombie-Britannique, de se prononcer là-dessus. Mais la mosaïque humaine, Christian, me fascine. On a cette émission appris que d'abord il y a des gens qui cherchent les ovnis, il y en a d'autres qui chassent les fantômes, et là il y en a qui passent leur temps à chercher le Bigfoot. Ouais. Tu vois, d'ailleurs, quand j'ai annoncé sur ma propre page Facebook cette histoire de Sasquatch, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que j'ai souvent l'impression que mon message a un peu de la difficulté à passer. Les gens me voient souvent un sceptique. Les sceptiques me voient comme trop croyant. Les croyants me voient comme trop sceptique, alors que moi, je ne fais que porter le message. Je suis journaliste. Et ce que j'ai constaté, c'est que souvent, les gens ont une vision très fermée d'un sujet. Je te donne un exemple. On peut s'intéresser aux extraterrestres de plusieurs façons. On peut s'intéresser aux extraterrestres en se disant, est-ce que les ovnis existent et est-ce que les ovnis sont pilotés par des extraterrestres? Donc ça, c'est une approche que je pourrais dire ufologique. Les ufologues s'intéressent aux ovnis, UFO en anglais. Mais pour les ovnis, je veux pas minimiser quoi que ce soit, parce qu'on a appris à cette émission que d'ici 20 ans, probablement, la NASA va reconnaître l'existence des extraterrestres. Mais là, on est dans une zone différente. Et c'est justement, laisse-moi finir, Jeff, puis après, parfait. On va bien comprendre. Donc, on peut s'intéresser aux extraterrestres dans le sens ufologique. Est-ce que les ovnis sont pilotés par des extraterrestres? Est-ce qu'on est visité par des extraterrestres? Ensuite, on peut aborder la question des extraterrestres d'un point de vue exobiologique, donc plus scientifique, celui dont tu évoques. Est-ce que la vie existe sur d'autres planètes? Est-ce que cette vie a pu conduire à l'apparition d'une civilisation? Est-ce que des formes intelligentes existent ailleurs dans le cosmos? Et ça, c'est un débat qui fait partie du discours scientifique. C'est pas quelque chose que 3-4 individus jasent comme ça autour de, tu sais, ils ont fumé un peu de marijuana, puis ils disent, est-ce que les extraterrestres existent? Non, c'est vraiment un discours scientifique, celui d'imaginer ou de réfléchir sur l'existence de civilisations extraterrestres. Et la troisième façon d'aborder les extraterrestres, et on est toujours dans le dialogue des extraterrestres, la troisième façon d'aborder les extraterrestres, c'est de se dire, peu importe que les extraterrestres existent ou non, ils ont eu une énorme influence sur la culture populaire. On regarde le cinéma. Donc, tu vois, on parle tout le temps des extraterrestres, mais il y a 3 façons d'aborder les extraterrestres. On peut en parler de manière ufologique, on peut en parler de façon exobiologique, puis on peut en parler de façon folklorique, anthropologique ou sociologique. Dans le cas des phénomènes de Sasquatch, j'ai trouvé ça un peu amusant de dire, dès que j'ai mis en ligne sur ma page Facebook en disant « Nous allons parler du Sasquatch », les points de vue sont assez tranchés. Ça existe ou ça n'existe pas. Mais personne semble se dire « Oui, mais même si ça n'existe pas,
le truc alimente des légendes. On en retrouve partout parce que effectivement, on a mentionné ici au Canada, on l'appelle Sasquatch, mais ces légendes d'hominidés inconnus, elles sont omniprésentes dans les cultures autochtones à travers le monde. Donc, depuis combien de temps à peu près, Christian? Ben, en fait, dès que, tu vois, lorsque les hommes blancs sont arrivés là, au 17e siècle, 18e siècle, là, lorsqu'on a commencé à explorer la côte ouest américaine, déjà les Autochtones qui vivaient sur la côte ouest, je pense notamment aux Autochtones Salish, parce que le mot Sasquatch est une déformation d'un mot Salish, des Autochtones Salish, qui se trouvait sur la côte ouest de la Colombie-Britannique jusqu'à peu près l'État de l'Oregon. Et ces gens-là, donc, appelaient cette créature le Sasquatch, qui voulait dire le vieil homme de la forêt. Donc, on le retrouve dans la culture autochtone, notamment des Salish. Et on le retrouve également dans la région du Népal, le Tibet. Pour là-bas, les gens l'appellent le Mogu ou bien le Yeti. C'est le nom surtout par lequel on le connaît et qui a été très popularisé avec l'album Tintin au Tibet, alors que Tintin essaie de retrouver Chang, qui était finalement sauvé par le Yeti et qui est gardé dans une caverne. Et ensuite, donc, on a en Union soviétique, l'ancienne Union soviétique, la Russie, on a également des légendes d'hominidés inconnus, parce qu'ils ont souvent aussi des variantes. Hein. Ils n'ont pas tout à fait la même grandeur. Ici, par exemple, le Sasquatch, le Bigfoot, on parle d'une créature de 2,50 mètres, 3 mètres de haut. En Russie, on l'appelle l'Almasty. Et l'Almasty, là aussi, on parle d'une créature velue, mi-homme, mi-animal, mais beaucoup plus petite. Hein, une créature qui ferait à peu près 1,80 m, 1,50 m, 1,80 m, mais plus petite, plus frêle. Au Tibet, le Yeti, ben là aussi, on parle d'une créature géante. On a également une créature naine qu'on retrouverait dans la région de la... Et le Yeti, Christian, c'est l'abominable homme des neiges. L'abominable homme des neiges, bien sûr. D'ailleurs, notre Sasquatch, on l'a surnommé l'abominable homme des bois. Et donc, ensuite, ça, par exemple, dans l'île de Sumatra, une légende d'un hominidé inconnu qui est partagée par les sociétés locales. Eux l'appellent l'orang pandek. Donc, une petite... Là, on parle d'une créature d'à peu près 1,20 m, 1,30 m, velue, ressemblant un peu à un modèle miniature, un cousin miniature de notre Bigfoot. Et ces légendes-là, en Chine, par exemple, ils l'appellent le Wild Man, hein? L'homme velu. Et c'est assez amusant parce qu'en Chine, il y a si on regarde la chaîne anthropologique, il y a en Chine un ancêtre qui colle assez bien au Wild Man ou au Yeti ou au Sasquatch. Oui, parce que quand on regarde, on a dans la fourchette des créatures anthropologiques que les paléontologues ont mis à jour, il y a un ancêtre de l'homme qu'on a appelé le Gigantopithecus. Le Gigantopithecus, dont les ossements n'ont été trouvés qu'en Chine. On n'en a pas trouvé ailleurs dans le monde. Les ossements n'ont été trouvés qu'en Chine. Le Gigantopithecus était un animal, une créature qui vivait il y a à peu près, je sais pas moi, je crois que c'est 200 000 ans. Et cette créature-là mesurait 2,50 mètres, 3 mètres de haut, était couvert de poils. Donc, il ressemblait assez bien à la description qu'on fait du Sasquatch ou du Yeti. Bref, tout ça pour te dire, Jeff, qu'au-delà de la simple conviction de est-ce que l'animal existe en termes zoologiques, est-ce que oui ou non, on parle ici d'une réalité zoologique, il y a au-delà de le simple débat de oui, ça existe ou non, ça n'existe pas. Il y a tout ce discours de savoir d'où viennent ces légendes, pourquoi ils ont été inspirés de cette manière-là. Ben, tu sais, quand tu regardes le Gigantopithecus, il y a 200 000 ans, ou il y a quelques millions d'années, l'Australopithèque. Qui était beaucoup plus petit, une créature beaucoup plus petite. Plus petite quand même, mais velue, par rapport à nous, très différente. Mais on a des preuves de ces existences-là. Voilà. Et là, tu touches, en fait, c'est le nerf de la guerre, hein? Parce que, en fait, ici, lorsque l'on parle de créatures comme le Gigantopithecus, à la rigueur, si on accepte, hein, si on essaie d'être bienveillant puis se dire, OK, je vais accepter les témoignages en Chine des gens qui nous disent avoir vu le Wild Man, hein, l'homme sauvage, en se disant que c'est vrai que dans les ancêtres anthropologiques, il y a eu ce Gigantopithecus. Il faut quand même se rappeler qu'en Amérique, que ce soit le Bigfoot, comme on l'appelle aux États-Unis, ou le Sasquatch au Canada, on n'a jamais trouvé un fossile d'un primate en Amérique du Nord. Aucun.
ni un chimpanzé, ni un gorille, ni un ouistiti, jamais rien. Donc, d'imaginer que des Gigantopithecus auraient pu quelque part, si tu imagines par exemple, alors que le détroit de Bering était gelé, que des ancêtres, le Gigantopithecus aurait pu passer par là et finalement coloniser en quelque sorte la partie ouest du Canada et des États-Unis, et on aurait probablement trouvé des vestiges, des fossiles qu'on n'a jamais trouvé. Donc, c'est sûr qu'ici, on est dans un débat, mais je pense qu'au-delà de la question zoologique, il y a tout l'aspect, bien sûr, folklorique. Est-ce que oui ou non? Qu'est-ce qui a inspiré ces légendes-là? D'où ça vient? Bon, et je pense que le débat est intéressant. Mais disons, il faut se le rappeler. Ici, en Amérique, jamais on n'a trouvé un seul fossile d'un primate. Et ces légendes, pour répondre à ta question, est-ce que ces légendes-là sont anciennes? Ben, dès que les hommes blancs ont été, dès les premiers contacts des hommes blancs avec les sociétés autochtones, que ce soit ici en Amérique ou que ce soit ailleurs dans le monde, ces légendes-là ont presque immédiatement été véhiculées. Et dans un instant, Christian, un autre argument, celui du nombre, on y reviendra, pour survivre, par exemple, sur la côte ouest, combien ça en prendrait de Bigfoot, de Sasquatch? On revient dans les prochaines minutes. Je vous pose la question, est-ce que vous croyez au Bigfoot, au Yeti, etc.? 514-790-9850, 1-866-790-9850, mythe au pluriel à cogecomedia.com. On revient dans 3 minutes. Vous écoutez Mythe et Complot. Au réseau Cogeco, vous écoutez Mythe et Complot. Avec l'enquêteur du paranormal, Christian Page et Jeffrey Soubrani. Et Christian, on a Joe qui est en ligne. Joe, bonjour. Est-ce que vous croyez au Bigfoot? Absolument pas. Mais je trouve ça tellement capturant que j'écoute tout le temps ça. Je trouve ça intriguant. Mm-hmm. Moi, c'est de la suite québécois puis canadien. Puis c'était tout une histoire qui est intéressante. Puis Christian Page, je le trouve tellement extraordinaire on va dire ça, des affaires impossibles. Là. Merci. Mais c'est merveilleux. Je trouve ça... non, je ne crée pas à ça. Moi, je suis un genre de gars qui m'a créé à ça, quand on va avoir des preuves, on va trouver des ossements, comme vous avez parlé tantôt, des ossements qu'ils ont trouvés peut-être en Chine ou des genres de choses de même. Oui. Mais c'est quand même... c'est beau pour les enfants. J'aime bien ça. J'aime ça, mais je ne crée pas à ça. Ben, merci beaucoup, Joe, d'avoir appelé. Merci, Joe. Oui. Ça fait des bons films, de la bonne littérature aussi, ça fait vendre, mais vous allez aimer, Joe, le prochain bloc, le bloc actuel, parce que justement, on va aborder les preuves. Les preuves, justement, Joe parle, dit, je vais y croire quand on aura des preuves, et lorsque l'on parle du Bigfoot, le Sasquatch, peu importe, puis là, on va essayer de se concentrer sur la partie nord-américaine. L'une des pièces on pourrait dire que les preuves tournent autour de 4 pôles en particulier. On a d'abord les preuves photographiques, les images, on a des preuves audio, on a également des moulages et ensuite on a les preuves biologiques, donc des poils, des excréments et tout ça. Donc on va passer en revue, si tu le veux bien, l'ensemble de ces preuves-là. Oui. Commençons d'abord par la preuve visuelle, la preuve photographique. Et là, évidemment, on frappe fort parce que c'est la pièce de résistance. Pour les gens qui nous écoutent, si ces gens-là s'intéressent de près ou de loin aux histoires du Bigfoot ou du Sasquatch, ils ont tous vu le film qu'on appelle le film Patterson-Gimlin. C'est un petit film de 59 secondes. Les gens qui nous écoutent, qui ne savent pas de quoi on parle, simplement prendre votre moteur de recherche, taper simplement Bigfoot et Patterson avec 2 T et vous allez vite tomber sur ces images. Donc, je te rappelle un peu le contexte dans lequel on va tourner ces images-là, parce que c'est vrai qu'elles ont été tournées le 20 octobre 1967. On est donc aujourd'hui 50 ans plus tard et le film est toujours au centre d'une controverse. Donc, je te rappelle un peu les événements. Nous sommes en 1967, on est en septembre 1967. On vient de découvrir dans le nord de la Californie un endroit qui s'appelle à Blue Creek Mountain. Les médias, les journaux parlent qu'on a trouvé des empreintes de poches géantes que l'on associe au Sasquatch ou au Bigfoot. Et il y a à Yakima, dans l'État de Washington, un type qui s'appelle Roger Patterson. Patterson est un magouilleur de première. J'irais pas jusqu'à dire un escroc, mais c'est un magouilleur. Mais il s'intéresse réellement au Sasquatch. Hein? Dès qu'il y a une gamique, pour utiliser une expression québécoise, dès qu'il y a une gamique pour faire de l'argent,
Patterson est là. Mais il s'intéresse au Bigfoot, au Sasquatch. En 1966, il a même publié un petit ouvrage à compte d'auteur qui s'intitulait « Est-ce que l'abominable homme des neiges de l'Amérique existe? Do Abominable Snowman of America do exist? » Donc, il publie ce petit ouvrage-là à compte d'auteur. Il y croit. Et il est convaincu qu'à un moment donné, il va faire fortune avec ça. Et là, lorsqu'il entend parler de ces histoires d'empreintes qui a été découverte à Blue Creek Mountain, ce Roger Patterson, je le rappelle, un magouilleur de première... L'ambition de faire fortune. L'ambition de faire fortune raconte autour de lui qu'il a justement l'intention de faire un petit documentaire sur le Sasquatch, qui va vendre ça, qui va faire du fric avec ça. Donc, il entend parler de cette découverte d'empreintes. Il décide de louer une caméra 16 mm. Et là, il va demander à une connaissance. Ce n'est pas un ami vraiment, une connaissance. Un type qui s'appelle Robert Gimlin. Lui, ce type, Robert Gimlin, qui habite également à Yakima, lui, est tout à fait l'inverse de Roger Patterson. C'est un individu qui n'a absolument rien à se reprocher. Tout le monde pourrait sa parole, c'est quasiment parole d'évangile, comme on dit par ici, là. Tu vois, donc, ce Robert Gimlin est un type au-dessus de tout soupçon. Ce Robert Gimlin est un sang mélangé, un métis. Il est bien connu pour sa façon de traquer des animaux en forêt. Et ce Robert Gimlin a des chevaux. Alors, ce Roger Patterson s'en va le voir. Il dit à Bob Gimlin, est-ce que tu veux m'accompagner? On va aller essayer de voir pour filmer le Bigfoot, faire un truc là-dessus. Donc, nos deux bonhommes partent. Ils arrivent dans la région à la mi-octobre 1967. Ils vont décharger, ils ont une camionnette avec un équipement de tournage, etc. En fait, ils ont simplement une 16 un caméra déguisement. 16 on pourrait. Donc, on transporte 2 chevaux avec nous. Donc, on défait les chevaux et ils entreprennent de patrouiller le secteur à dos de cheval. Et voilà qu'il va se produire l'impensable. Le 20 octobre, et là je te raconte l'histoire telle qu'ils l'ont racontée. Oui. Le 20 octobre 1967, ça fait déjà 1 semaine et demie à peu près qu'ils sont dans la région. Ils patrouillent à dos de cheval à la recherche de ces empreintes, de cette créature. Ils ont trouvé des empreintes, ils essaient de suivre la piste. Et voilà que ce 20 octobre 1967, on est un vendredi, en début d'après-midi, et voilà qu'alors qu'ils arrivent tout près du lit asséché d'une petite crique qui s'appelle Bluff Creek, on est toujours dans le nord de la Californie, le cheval de Patterson est né. Patterson est désarçonné par la levée de son cheval. Il tombe sur le sol. En se relevant, il la voit. La créature est tout près de lui. Il saute immédiatement sur le cheval. Il y a dans le sac que porte le cheval, il y a cette petite caméra 16 mm. Il la prend. Il part à courir en direction de la créature et il filme en même temps qu'il court. Donc, les 20 premières secondes du film nous montrent qu'un homme qui court. Donc, on voit absolument rien. On ne voit qu'un paysage qui sautille à la caméra. Et après 20 secondes, Patterson s'arrête. Et là, durant les 35 secondes qui suivent, on voit relativement bien une créature qui correspond à la description d'un Sasquatch, oui. Créature qui fait à peu près 2 mètres, 2 mètres 10 de haut, couverte de poils. Elle a une poitrine, donc c'est une femelle. Et à un moment donné, alors qu'elle marche, elle se tourne en direction de Roger Patterson. Pendant ce temps, Bob Gimlin, à dos de cheval, lui essaie de contourner la clairière. Il tire il y a comme un harnais, il tire de ce harnais une carabine 30-30, et son idée n'est pas de tirer sur la créature, mais de tirer dans les arbres pour la forcer à changer de direction pour permettre à Patterson de la filmer plus longuement. Mais à ce moment-là, il entend Patterson qui lui dit « Je n'ai plus de film dans ma caméra ». Il faut se rappeler qu'on est avec une petite caméra 16 mm, c'était des bobines de film de 3 minutes. Patterson avait déjà utilisé 2 minutes en prenant des prises de vue d'arbres et de n'importe quoi. Il restait 1 minute de film, et c'était compliqué de changer de film. Il fallait mettre la caméra dans un sac dans l'obscurité. Absolument. Et y aller à tâtons, charger la pellicule. C'était trop long. Donc, Patterson dit à Gimlin, il lui crie « Je n'ai plus de film dans la caméra ». Et Gimlin, donc, laisse la créature s'éloigner, disparaître entre les arbres. Ce petit bout de film est devenu le film le plus... En fait, pour les amateurs de cryptozoologie, on va même jusqu'à comparer ce film de Roger Patterson et de Bob Gimlin. On va jusqu'à le comparer au film Zapruder, le film qui montre l'assassinat du président Kennedy. On le considère presque comme une pièce historique.
Ce film-là a été analysé de toutes les façons possibles. On n'arrive pas à déterminer si c'était un trucage ou non. Robert Gimlin, ça serait difficile d'imaginer que Patterson ait fait une fraude en utilisant un type dans un costume sans que Bob Gimlin soit au courant. Et Bob Gimlin, bien sûr, n'a jamais changé sa version. Et comme je te l'ai mentionné, c'est un homme au-dessus de tout soupçon. D'imaginer que Patterson ait fait une fraude, aucun doute, c'est possible. Mais que Robert Gimlin ait pris part à cette fraude, ça, c'est plus discutable. Okay. Et avec les années, des gens ont dit, c'est moi le gars qui était dans le costume. Il y a plein de gens qui ont sorti, dont notamment à la fin des années 90, il y a un type qui s'appelait Bob Euronymous. Il est sorti de l'ombre en disant, j'étais le type dans le costume du film Patterson. Le problème, c'est qu'il dit que Patterson lui avait offert $1,000 pour faire le film. Il n'a jamais été payé. Et Roger Patterson est mort en 1972. Pourquoi Bob Euronymous a-t-il attendu à la fin des années 90 pour dire qu'il était le type dans le costume, alors que Patterson devait le payer en $1,000, qu'il l'a pas fait? Et là, ensuite, quand on regarde les proportions, ça fonctionne pas. Ce Bob Euronymous ne mesure pas 6 pieds 6. Pour qu'il puisse être le gars dans le costume, il aurait fallu que les avant-bras soient des avant-bras postiches, alors que sur le film, on voit bien que la créature bouge les doigts. Il y a plusieurs éléments qui fonctionnent pas. Mais le film est excessivement controversé. Et une des grandes raisons pourquoi il est très controversé, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'autres images? C'est-à-dire que Roger Patterson tourne ce film en 1967 avec une pellicule 16 mm, alors qu'aujourd'hui, et c'était compliqué à l'époque dans les années 60 de filmer ou de photographier, il fallait avoir la pellicule, le bon appareil, etc. Alors aujourd'hui, tout le monde a des appareils qui peuvent filmer, des appareils portables, des téléphones mobiles, et pourtant, on n'a jamais de bonne image, jamais de bonne photo, et on nous ramène toujours à ce vieux film des années 60 de Roger Patterson. Et sur la côte ouest américaine, Christian, combien faudrait-il de spécimens pour que le Bigfoot ou le Sasquatch au Canada soit viable? Donc, c'est ça. Donc, à défaut de parler d'une réalité zoologique, il y a quand même des éléments sur lesquels on doit réfléchir. Et les biologistes reconnaissent que, uniquement pour les États-Unis, on n'inclut pas la Colombie-Britannique, mais uniquement lorsque le pays du Sasquatch, parce qu'il faut le dire, on a observé des Sasquatch dans tous les États américains, sauf l'île d'Hawaï. Et c'est vrai également au Canada. On a vu des Sasquatch, on a des récits partout au Canada, sauf à Terre-Neuve. Or, uniquement pour l'endroit où on a eu le plus d'observations, c'est la côte ouest américaine, du nord de la Californie à l'État de Washington. Et uniquement pour ces 2 États ennemis, disons, il faudrait avoir une population de 3000 spécimens, 3000 individus pour avoir une population viable. On peut donc se supposer qu'on le verrait plus souvent, on aurait de meilleures images que les images sautillantes tournées par Roger Patterson. Clairement. Il y a 50 ans. Et il me semble qu'il n'y avait même pas de gros plan dans ce film-là. Non, il n'y a pas de gros plan. Évidemment. Donc, dans un instant, on va parler avec André. Est-ce que vous croyez au Bigfoot? 514-790-9850, 1-866-790-9850. On revient dans 3 minutes. Au réseau Cogeco, vous écoutez Mythes et Complots. Avec l'enquêteur du paranormal, Christian Page et Jeffrey Soubrani. Les hominidés inconnus tels que Bigfoot, Yeti, le Sasquatch tel qu'on l'appelle ici au Canada. En conclusion, Christian, allons regarder un peu les travaux d'un universitaire de Oxford qui, lui, s'est dit, écoutez, il y a tellement d'histoires, c'est une légende, c'est un mythe qui perdure et qui perdure. Alors, amateurs de Bigfoot, envoyez-moi des échantillons de preuves, puis on va regarder ça au laboratoire. Tu as tout à fait raison. Donc, la façon dont ça se passe, on a parlé des preuves. Bon, les images, on n'en a pas de très convaincantes, où on revient toujours au film Patterson, tourné dans les années 60, très controversé. Le son, on a entendu quelques extraits, ça devient presque loufoque à la rigueur. Et ensuite, on a ces moulages, intéressants, mais loin d'être convaincants. Parce que ça pourrait être un géant, voilà, ça peut être un géant ou une fraude bien orchestrée. Ouais. Alors, on a ce Brian Sykes, comme tu le mentionnes. Il est le directeur du laboratoire de génétique de l'Université Oxford. Et souvent, lorsque l'on parlait avec des amateurs de Bigfoot, Sasquatch à travers le monde, ces gens-là disaient, on a des preuves ou des échantillons biologiques. On a récupéré des poils, on a trouvé des excréments, on a trouvé des petits morceaux de chair. Donc, on a des éléments, des preuves. Et là, on accusait la communauté scientifique de faire la sourde oreille à ces preuves. Alors, ce Brian Sykes, en 2012, dit, tiens, moi, ça m'intéresse.
Alors, il fait envoyer avec le jardin zoologique de Lausanne, il envoie à tous les groupes d'amateurs de Sasquatch, Bigfoot à travers le monde. Il leur dit, écoutez, si vous avez de ces échantillons biologiques, je suis prêt à les accueillir dans mon laboratoire et je vais les soumettre à l'analyse ADN. Alors, c'est ce qui est fait. Donc, on est en 2012. Ils envoient, lui et Lausanne envoient cette lettre circulaire à l'ensemble des groupes et voilà qu'il reçoit 57 échantillons biologiques. De ces 57 échantillons biologiques, 37 sont valables, parce qu'il y avait des fibres synthétiques et autres. De ces échantillons, il y en a 37 qui sont valables pour une analyse ADN. Alors, ce Brian Sykes va soumettre il y a des excréments, il y a des bouts de poils, des petits morceaux de chair. Donc, on a des échantillons de tout acabit. Il va les soumettre au test ADN. Et de ces 37 échantillons, aucun ne se révèle être celui d'un hominidé inconnu. On avait là-dedans des excréments de raton laveur, on avait des poils de cheval, on avait des poils de yak. Mais concernant les poils de chevaux, là. Oui. Tu l'as rencontré, Brian Sykes. Ouais, c'est ça. Et tu avais acheté précédemment des poils et j'ai soumis des poils à l'analyse de Brian Sykes qui se sont révélés être du crin de cheval. Et combien tu avais payé pour le petit extrait? J'avais pas payé très cher. Une cinquantaine de dollars US pour une mode de poils de Sasquatch qui se sont révélés du crin de cheval. Mais quoi qu'il en soit. Donc, et en 2014, dans les Proceedings de la Royal Society, donc un périodique scientifique, Brian Sykes a publié ses résultats. Évidemment, il mentionne bien que l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. C'est-à-dire, il ne dit pas les hominidés inconnus n'existent pas. Il dit, j'ai eu 37 échantillons viables pour une analyse ADN. Aucun de ces échantillons n'était celui d'un hominidé inconnu. Ça ne veut pas dire que les hominidés inconnus n'existent pas, mais jusqu'à maintenant, il faut bien reconnaître, en fait, c'est un retour à la case départ, la preuve matérielle, scientifiquement acceptable, qui nous permettrait de conclure en l'existence de ces hominidés inconnus, elle n'est malheureusement pas là. Donc, il n'y a aucun cadavre non plus de Sasquatch qui a été retrouvé, aucun spécimen capturé. On n'a pas de preuves tangibles. Donc, on n'a pas de preuves qui seraient satisfaisantes d'un point de vue scientifique pour pouvoir conclure à l'existence du Sasquatch. Ça reste des histoires qui font partie d'un folklore local, hein, les communautés autochtones locales, que ce soit ici en Amérique ou que ce soit au Népal, les Sherpas, les Tibétains ont tous les histoires de Sasquatch, les histoires de Yeti, mais jusqu'à maintenant, toutes les preuves qu'on en a apportées n'arrivent pas à convaincre la communauté scientifique. Et sans compter qu'on l'a mentionné, 3000 spécimens uniquement pour la côte ouest américaine. Et là, on ne parle pas des apparitions ailleurs en Amérique. Là, uniquement pour la côte ouest, 3000 spécimens, c'est quand même beaucoup. Serait nécessaire pour la survie de l'espèce. Et bien sûr, les scientifiques jugent, et avec raison, qu'on devrait avoir beaucoup plus de preuves matérielles de l'existence de cet animal. Mais, qui sait? Il existe peut-être, je rappelle qu'il y a quelques années, on a trouvé dans la réserve faunique du Vo Quang au Vietnam une espèce de gazelle que l'on croyait qui n'existait pas, et le sélacanthe, un poisson qu'on croyait disparu depuis des millions d'années, a été retrouvé en 1936 au large de l'Afrique. Merci Christian. Ça me fait plaisir. Merci d'avoir participé, mesdames, messieurs. On remet le tout la semaine prochaine, 14h pour une autre émission de Mythes et Complots. Portez-vous bien. Salut.